Cette semaine, à sous-ordonnance. Donc là, justement, tu as parlé qu'il faut avoir un diagnostic dans les derniers 5 ans, mais qu'est-ce qu'on regarde d'autre aussi pour savoir si on peut prescrire ou non pour une infection urinaire? C'est quelque chose C'est disponible en vente libre, c'est le Materna puis tout. Pourquoi tu irais voir ton pharmacien pour prescrire de l'acide folique? Mais une situation vraiment pertinente où je vaccine, c'est pour le tétanos. Fait que, tu sais, aussi, c'est sûr que quand on prolonge, moi, ça m'est arrivé de poser des questions sur la pression d'un patient. Puis finalement, la pression était complètement champ gauche. Là. Des fois, la pression était beaucoup trop basse, des fois beaucoup trop haute. Fait que des fois, vu que le médicament est plus renouvelable, je le prolonge. Mais en plus de ça, ça va nous amener à la prochaine chose que le pharmacien peut faire, c'est d'ajuster en plus la médication. Bonjour et bienvenue au 5e épisode de Sous-ordonnance, épisode dans lequel on va vous parler des choses que le pharmacien peut faire pour vous, pour peut-être vous éviter une visite à l'urgence, une visite chez le médecin qui pourrait vous faire attendre plusieurs heures. Fait que on va vous... Ben oui, on peut commencer tout de suite dans le vif du sujet. Je voulais peut-être juste dire un peu, je pense que l'idée venait un peu de moi là, pour le sujet aujourd'hui. Je vais juste expliquer un peu pourquoi je voulais qu'on parle de ça aujourd'hui. En fait, c'est juste que ça arrive souvent qu'il y a des personnes qui entendent parler de choses que les pharmaciens peuvent faire et se présentent en pharmacie avec des demandes de choses qu'on peut faire, vraiment. Puis que finalement, ça arrive souvent qu'on ne peut pas le faire. Souvent, on peut le faire aussi, mais tout ça pour dire que je voulais un peu éclaircir tout ça aujourd'hui pour que vous soyez plus informés vraiment de ce que le pharmacien peut faire ou ne pas faire pour vous. Puis, on va parler de ça un peu plus en détail. Donc, on pourrait commencer en parlant du fait qu'en tant que pharmacien, on peut prescrire certains traitements. Oui. Est-ce que tu veux expliquer oui, c'est justement, ça. Il y a plusieurs traitements qu'on peut prescrire. Premièrement, tous les produits en vente libre, techniquement, on peut les prescrire. Par exemple, aussi ce qui est derrière le comptoir, mais qui ne nécessite pas officiellement de prescription, comme par exemple un EpiPen. Quelqu'un qui aurait fait une réaction plus sévère par le passé, puis qui n'a plus d'EpiPen depuis plusieurs années, ça serait quelque chose qu'on pourrait prescrire. Mais il y a aussi plusieurs conditions que des patients ont eu un diagnostic antérieur, comme par exemple une infection urinaire. Ça, je pense que la population québécoise est bien contente qu'on puisse faire. Fait que ça, on va discuter de ça. Mais il y a aussi des conditions qu'on ne nécessite pas de diagnostic antérieur, comme par exemple l'arrêt tabagique. On n'a pas besoin qu'un médecin ait déjà prescrit pour ça par le passé pour pouvoir... que nous, on puisse prescrire. Exactement. Fait que ça, on va essayer de couvrir ça. Il y a différentes... techniquement, quand on prolonge, on prescrit aussi. Là. Oui, c'est ça, mais je pense qu'on pourrait commencer par parler un peu de ce qu'on peut prescrire ou non. Fait que comme tu as dit, il y a comme un peu 2 catégories. On peut prescrire pour certains problèmes de santé mineurs lorsqu'il y a déjà eu un diagnostic par le passé. Puis comme tu dis, on peut prescrire pour certaines conditions, même s'il n'y a pas eu un diagnostic. Mais si on commence à parler des conditions pour lesquelles on peut prescrire, s'il y a eu un diagnostic antérieur, donc premièrement, tu l'as dit, infection urinaire. Aussi, si on veut en nommer d'autres, on peut represcrire pour vaginite à levure, hémorroïdes, feu sauvage, rhinite allergique, conjonctivite allergique, donc des allergies saisonnières, eczéma, candidose. Candidose, infection de champignons. Fongique, exactement. De la peau ou aussi de la bouche. Orale. Fait que ça, c'est un peu des exemples de conditions pour lesquelles on peut represcrire. Mais comme tu l'as dit, il faut un diagnostic antérieur et il faut que plusieurs critères soient respectés quand même pour qu'on puisse... Puis première chose, tu sais, quand on parle de diagnostic antérieur, c'est pas un diagnostic dans notre vie, il y a un délai aussi. Le délai a été agrandi dans les dernières années. La majorité des conditions, c'est 5 ans. Il y en a 1 ou 2 qui c'est 2 ans, mais la forte majorité, c'est si on a un diagnostic antérieur dans les 5 dernières années, là, le pharmacien peut procéder à l'évaluation. Mais ça veut pas dire qu'automatiquement, il peut prescrire. Il doit évaluer puis juger si ça rentre dans les critères qui lui permettent de prescrire pour la condition traitée, parce que c'est sûr que s'il y a des signaux d'alarme qu'on appelle, il y a des choses qui demandent une investigation plus poussée par un médecin, là, c'est plus là que le pharmacien va devoir référer et ne pourra pas prescrire dans ces situations-là. Exact. Je voulais juste peut-être préciser, quand on parle de diagnostic antérieur, en fait, c'est que nous,
pour aller voir ça, c'est qu'on regarde si la personne a eu une prescription, un traitement prescrit justement pour la condition dans les 10 dernières X nombre d'années, là, ça dépend des conditions. Mais comme tu dis, après, c'est qu'on peut procéder à l'évaluation. En fait, c'est que les pharmaciens, on peut prescrire pour ces conditions-là, mais on peut les prescrire grâce à la loi sur la pharmacie, dans le fond, qu'il faut respecter. T'sais, on a quand même des balises à respecter. C'est pas comme un médecin qui peut prescrire at large, je dirais. Mais nous, c'est ça, on peut prescrire dans certaines conditions, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quand même plusieurs balises à respecter. Quelque chose qu'on a souvent comme question, justement, c'est par rapport aux infections urinaires. Donc là, justement, tu as parlé qu'il faut avoir un diagnostic dans les derniers 5 ans, mais qu'est-ce qu'on regarde d'autre aussi pour savoir si on peut prescrire ou non pour une infection urinaire? Bien, c'est sûr que nous, quand on peut prescrire pour une infection urinaire, c'est généralement pour une infection qui va être localisée au niveau de la vessie, qui ne va pas être rendue au niveau des reins parce que ça demande une investigation plus poussée encore là. Aussi, c'est chez la femme qu'on peut prescrire. En fait, on peut prescrire pour les infections urinaires qui sont jugées non compliquées. Pourquoi c'est chez la femme qu'on peut prescrire? Ben, chez l'homme, c'est comme pas normal, si on veut, d'avoir une infection urinaire. C'est normal chez personne, là, mais chez l'homme, c'est automatiquement une infection plus compliquée due à comment que l'appareil génital masculin est fait. Il est moins l'appareil urinaire. Effectivement, l'appareil urinaire, comment il est fait, il est moins propice à attraper des infections urinaires. L'urètre est beaucoup plus longue chez l'homme que chez la femme. Ça pour dire que c'est considéré comme des infections urinaires compliquées. Puis comme tu dis, nous, on peut prescrire seulement pour les infections urinaires simples. Donc, si on suspecte que, mettons, l'infection urinaire et c'est rendu jusqu'au rein, on suspecte une pyélonéphrite, que ça s'appelle, bien là, à ce moment-là, on ne peut pas prescrire parce que c'est des traitements qui sont différents que pour l'infection urinaire simple. Puis des fois aussi, dans certains cas, il faut le traitement approprié très rapidement. Mais aussi, il y a certains critères à respecter en termes de nombre d'infections urinaires qu'il y a eu dans la dernière année. Aussi. Donc ça, s'il y a plus que tant d'infections urinaires qui ont eu lieu dans la dernière année, on ne peut pas prescrire. Puis aussi, si la dernière est quand même récente. Oui, parce que si c'est récent, en fait, l'infection urinaire, c'est que c'est à risque que l'infection urinaire était résistante. Donc, ça prend une culture généralement quand on fait une infection urinaire à nouveau. Généralement, c'est en dedans de 30 jours. Là. Généralement, on suggère de faire une culture pour avoir vraiment c'est quoi la bactérie exactement. Est-ce qu'on l'avait bien traitée initialement puis c'est vraiment une réinfection ou on ne l'avait pas réussi à la traiter initialement puis là, ça a juste persisté parce qu'on ne redonnera pas le même traitement antibiotique si c'est la même infection urinaire qui est revenue qui n'avait pas été traitée adéquatement. Là. Fait que ça, c'est des choses qu'on peut investiguer là, quand on pose des questions. Exact. Donc là, on a pris l'exemple de l'infection urinaire, mais en gros, ça illustre que le pharmacien, dans la plupart des cas, quand on peut prescrire, c'est qu'en fait, ça va être pour des conditions dans lesquelles il n'y a pas de complications. C'est pour ça qu'on pose plusieurs questions, qu'il y a plusieurs critères à regarder. C'est pour ça qu'on ne peut pas prescrire dans tous les cas. S'il y a des signaux d'alarme, comme tu dis, donc des signes qui nous montrent que peut-être que le problème de santé est plus important ou nécessite une consultation médicale rapidement, ben là, à ce moment-là, c'est dans ces situations-là là, qu'on peut pas prescrire. Fait que c'est un peu le même principe là, pour les autres conditions qu'on a nommées tantôt. Fait que c'est... Oui, c'est pas une liste exhaustive là, qu'on a donné des conditions. Il y en a quand même d'autres qu'on peut faire. Fait que si vous n'êtes pas sûr avant de vous rendre à l'hôpital ou avant d'appeler, mettons, si vous n'avez pas de médecin de famille, vous dites je vais aller à l'urgence pour traiter je sais pas, quelque chose, une vaginite, mettons, parce qu'on n'a pas appelé à la pharmacie quand même. On peut toujours voir si ça fait partie des choses qu'on peut évaluer. Puis ben là, je pense qu'on a fait le tour des conditions que ça nous prenait un diagnostic antérieur, mais comme on disait, il y a aussi des conditions que ça prend pas nécessairement de diagnostic antérieur pour prescrire. Peux-tu nous dire les plus le fun? Ceux qu'on fait le plus souvent, mettons. Bon, moi, celui que je fais le plus souvent, c'est les consultations santé-voyage. Ah ouais, ça j'en fais 1 à 2, 3 par semaine, là. Fait que dans le fond, on peut prescrire pour des traitements préventifs pour diarrhée du voyageur, pour la malaria, pour le mal aigu des montagnes. Et
on va en reparler plus tard, mais aussi, moi, quand je fais des consultations santé-voyage, je regarde si les vaccins sont à jour ou s'il y a des vaccins qui sont nécessaires, parce que ça, c'est une autre chose. On peut vacciner aussi, prescrire des vaccins, on va en reparler. Mais moi, je dirais que consultations santé-voyage, c'est ce que je fais le plus souvent. Sinon, des consultations pour des contraceptions. Ouais. Fait que la contraception orale d'urgence, la pilule du lendemain, aussi appelée. Et sinon, on peut aussi amorcer une contraception hormonale comme la pilule, le timbre, l'anneau. Donc ça, c'est ce que je fais aussi souvent. Les cessations tabagiques. Oui, ça c'est quelque chose. Puis, tu sais, pas nécessairement juste avec les patchs de nicotine. Non, je pense que avant, peut-être par le passé, c'était juste ça qu'on avait le droit de prescrire. Avant, on n'avait pas le droit de prescrire rien. Là, c'est arrivé qu'on avait le droit de prescrire les remplacements de nicotine. Puis là, maintenant, on a le droit de tout prescrire les thérapies pour l'arrêt tabagique, donc incluant, par exemple, le Champix, qui est une pilule par la bouche, là, par exemple. Oui. Sinon, ces temps-ci, on peut prescrire une prévention pour la maladie de Lyme. Donc, à l'année longue, on peut, mais... Oui, mais dans le sens que c'est un peu plus la saison, ces temps-ci. Ça, encore une fois, il y a quand même plusieurs critères à respecter, mais dans le fond, on ne peut pas prescrire un traitement, mais vraiment une prévention si la tique a été accrochée plus que tant de temps. Puis, surtout les critères là-dessus, c'est surtout des critères qui vont... Qui suggèrent que ça serait nécessaire d'avoir la prophylaxie. La prévention. Parce que c'est sûr que si on ne respecte pas ces critères-là, la majorité du temps, c'est qu'on n'aurait pas besoin de la prévention ou c'est qu'on a besoin d'un traitement. Exactement. Fait que encore là, les conditions qui ne nécessitent pas de diagnostic, il y a quand même une évaluation à faire pour s'assurer que le traitement est adéquat puis qu'il n'y a pas de signaux d'alarme qui nécessiteraient une consultation. T'en as quand même mentionné des intéressants. Moi, il y en avait d'autres que je trouve très intéressants. Un que je trouve le plus pertinent qu'on a, qui sauve des visites à l'urgence, c'est le traitement pour le zona. Oui. Ça, c'est ça. Fait que si vous avez des lésions que vous suspectez, vous avez des lésions que vous suspectez qui est un zona, venez à la pharmacie parce que le pharmacien peut évaluer. Encore là, il y a des critères. S'il pense vraiment que c'est un zona, la majorité du temps, il va pouvoir prescrire, sauf quand ça dépasse un zona qui est comme pas jugé plus compliqué. Là. Par exemple, si c'est rendu au niveau du visage, s'il y a plusieurs régions atteintes, là, c'est plus là qu'il faudrait aller absolument consulter. Parce qu'il faut consulter rapidement. Exactement. Dans ces cas-là. Mais souvent, si c'est un zona localisé, par exemple, au niveau du bras, puis on ne juge pas qu'il y ait de problème, de signaux d'alarme, rien, le pharmacien peut prescrire un traitement pour le zona. Habituellement, il faut essayer quand même de consulter pour aller confirmer que c'est bien un zona par la suite. Mais ça vous permet d'éviter de courir à l'urgence un vendredi soir, mettons. Puis on peut prescrire le traitement qui est adéquat pour le zona. Fait que ça, c'est une que je trouve très intéressante. Une autre que je trouve super intéressante, c'est pour les reflux. Parce que depuis tantôt, j'ai l'impression que tu vas nommer la grossesse. La grossesse. Laisse-moi parler des reflux. La reflux, des fois, on l'applique aussi pour la grossesse. T'as raison. Je te laisse parler. Vas-y. Fait que ces reflux, par exemple, il y a des traitements en vente libre qui sont disponibles pour le reflux, mais des fois, c'est pas suffisant. Puis, même si c'est suffisant, le pharmacien peut évaluer et vous les prescrire au besoin. Puis il y a aussi des médicaments qui habituellement sont comme sous prescription de médecin, mais que maintenant on a le droit de vous prescrire également. Encore là, si ça respecte les critères. Il y a quand même une limite de temps qu'on peut le prescrire généralement, mais aussi, on peut quand même soulager les symptômes le temps que vous ayez le temps d'avoir un rendez-vous avec le médecin. Fait que ça, je trouve que c'est quand même une chose intéressante. Mais oui, les nausées en grossesse. Oui, donc, nausées, vomissements en grossesse, on peut prescrire des traitements quand justement la situation n'a pas de complications. Puis aussi prescrire un supplément vitaminique. Donc, acide folique, multivitamine pour les femmes qui prévoient une grossesse ou qui sont enceintes. Mais ça, c'est quelque chose c'est disponible en vente libre, c'est le Materna puis tout. Pourquoi tu irais voir ton pharmacien pour prescrire de l'acide folique? Mais moi, premièrement, je trouve que c'est toujours obligatoire, je dirais, que quand on apprend une grossesse, d'aller consulter son pharmacien. Oui. Parce que, premièrement, quelque chose de super important qu'on peut faire, c'est de regarder le dossier médicamenteux puis regarder si tous les médicaments sont compatibles avec la grossesse. Fait que ça, première chose. Il y a aussi des médicaments qu'il faut ajuster
Oui. Ça, c'est une autre chose qu'on va parler. Par exemple, le Synthroid ajouté en début de grossesse. Oui. Fait que c'est pour ça que ça, je trouve ça super pertinent. Fait que souvent, quand les femmes viennent me voir pour m'annoncer une grossesse, donc là, on regarde le dossier. On regarde s'il y a des nausées, vomissements, on prescrit un traitement au besoin. Ce qui est prescrit le plus souvent, à titre d'exemple, c'est le diclectin, mais on peut aussi prescrire d'autres molécules. Puis sinon, ben, pour l'acide folique, pour répondre à ta question, c'est que la dose d'acide folique va varier. La dose d'acide folique recommandée va varier selon les antécédents de la patiente. Fait que c'est pour ça que c'est pertinent, selon moi, d'aller consulter son pharmacien. Oui, parce que... Et c'est ça. Aussi, des fois, en début de grossesse, avec les nausées, ça peut être difficile de prendre une multivitamine. Fait qu'à ce moment-là, on peut prescrire l'acide folique seul parce qu'il y a beaucoup moins d'effets secondaires comme digestifs. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi, qu'on peut regarder pour aider les patientes. Mais ça, je dirais que c'est un gros morceau de ce qu'on fait souvent en pharmacie par rapport à ça. Oui, là, ça sort un peu du sujet, mais c'est ça, des fois, il y a des femmes qu'à cause de leur facteur de risque, ben, ils n'auront pas la même dose d'acide folique qu'une autre femme. Fait que ça, le pharmacien peut évaluer ça, puis vous donner la bonne dose d'acide folique, puis aussi, il peut faire des suivis avec vous, parce que des fois, les multivitamines, ça peut être mal toléré, des fois, ça amplifie des fois les nausées. C'est ça. Fait que des fois, il existe d'autres molécules, il existe d'autres multivitamines, mettons, qui sont séparées. Puis il y en a que c'est ça qu'on a derrière le comptoir. Comme le Prec-Vit. Oui, exactement. Par exemple. Donc, en gros, je pense qu'on a fait peut-être un peu le tour de ce genre de traitement-là intéressant qu'on peut prescrire. Encore une fois, je vous dirais que des fois, on peut pas prescrire dans certaines situations. Là, c'est pas parce qu'on veut être méchant. Là. Vraiment pas. C'est juste parce que des fois, c'est que ça pourrait plus nuire, dans le fond, au patient de faire une prescription plutôt que le patient ait consulté rapidement. Là. Fait que, c'est ça. Je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi des fois, il y a certaines choses qu'on peut pas faire. Sinon, quelque chose que je fais beaucoup, moi, personnellement, c'est la vaccination. Mais ça, toi, je pense que... Ben, c'est ça. Premièrement, vaccination, c'est juste... Ça, c'est tous les actes on parle de tous les actes que les pharmaciens peuvent faire, mais c'est sûr, vaccination... Ça dépend de chaque pharmacie aussi, comment ils ont adapté ça. Il y en a qui vont garder une infirmière plus à la vaccination. C'est des actes qu'on peut faire, ça veut pas mais dire que c'est pas tous les pharmaciens qui décident qu'ils veulent le faire ou qui peuvent le faire où est-ce qu'ils travaillent. C'est ça. Je dirais que la majorité des actes qu'on vient de prescrire précédemment, la majorité de tous les pharmaciens sont à l'aise, mais c'est sûr que, par exemple, la vaccination, ça prend une formation à part qu'il faut faire. Puis aussi, c'est quand même quelque chose qui prend du temps. Il faut avoir des installations aussi à la pharmacie. Puis c'est pas tous les pharmaciens qui aiment ça non plus, vacciner. Non. Moi, ça me dérange pas, mais c'est pas ma partie favorite du travail, là, mettons. Je l'ai déjà faite, mais je peux pas dire que j'adore. Mais ça, c'est une des choses qu'on peut faire. Parle-nous un peu de qu'est-ce que tu fais comme vaccination. Hein. Bon, moi, je trouve que la situation la plus pertinente... Non, ils sont toutes pertinentes. Mais une situation vraiment pertinente où je vaccine, c'est pour le tétanos. Ouais. Ça m'arrive vraiment souvent. Des gens viennent à la pharmacie la fin de semaine, ils se sont scrapés le genou dans la terre sale. Puis là, la vaccination de tétanos n'est pas à jour. Fait que, dans le fond, à ce moment-là, je peux prescrire et administrer le vaccin tétanos sur place à titre de prévention, justement, pour le tétanos. Dans ce cas-là, c'est gratuit. Mais sinon, ce que je fais aussi souvent, j'en ai parlé un peu tantôt, c'est les vaccins pour les voyages. Avant de partir en voyage, c'est pas tous les vaccins voyage qu'on peut donner et pas pour tous les âges non plus. Faut s'informer. Mais, tu sais, exemple de vaccins que je donne souvent, hépatite A, hépatite B, pour aller en voyage, on peut aussi prescrire le Dukoral, mais qui est quand même juste recommandé dans certains cas particuliers. Ce serait un autre sujet, ça. Puis, tu sais, mettons, encéphalite japonaise, tu sais, des vaccins plus spéciaux, là, je dirais. Donc, voyage, tétanos, sinon les vaccins de routine, influenza, COVID. Puis sinon, les vaccins, justement, contre zona, pneumocoque, VPH. Fait que ça, c'est tous des vaccins aussi qu'on peut prescrire, administrer. Puis c'est super intéressant, là. Souvent, il y a des personnes qui... Pourquoi tu souris? Moi, je trouve pas ça intéressant à faire, mais c'est intéressant pour la population. Mais t'en as profité?
J'en ai profité. Je t'ai mis ça à jour, le dossier, ta vaccination. Mon bras était un peu magané. Mais non, mais c'est ça, c'est intéressant. Des fois, justement, il y a des patients qui vont commencer, mettons, un nouveau traitement immunosuppresseur, puis là, ils ont besoin de quand même plusieurs vaccins, ou ils ont une nouvelle condition de santé. Fait que là, tu sais, on peut évaluer, puis... Tu sais, des fois, c'est moins compliqué de pouvoir juste recevoir ces vaccins à la pharmacie. Ça simplifie les choses. Autre chose qu'on peut faire, qu'encore là, c'est pas toutes les pharmacies qui peuvent le faire, puis c'est pas toutes les pharmacies qui le font pareil. Moi, ma pharmacie, on l'a tout centralisé à quelque part, mais toi aussi, c'est plus... Moi, c'est une infirmière qui le fait, mais toi, c'est plus les techniciennes, je crois, qui le font. Mais qu'est-ce que tu vas dire? Les strep tests. Donc, quand on a une infection à la gorge, une infection à la gorge, là, encore là, c'est qu'on peut faire le test, le strep test, mais pour prescrire un antibiotique pour le moment, ça prend une ordonnance qu'on appelle collective. Oui, ben pour faire le test et prescrire. Ah oui, effectivement. Le pharmacien est autorisé à le faire, mais sous prescription. Ouais, c'est vrai. Il faut une prescription bon point. D'un médecin IPS. Fait que, actuellement, effectivement, souvent les pharmacies qui offrent ce service-là de faire des strep tests, c'est que souvent ils ont une ordonnance collective, par exemple avec une clinique, ou mettons en Montérégie, il y a une ordonnance collective qui peut être appliquée partout en Montérégie, par exemple. Mais encore là, c'est pas toutes les pharmacies qui ont les installations ou l'équipement pour le faire. Donc, il faut un peu s'informer si on veut aller chercher ce service-là. Mais c'est quelque chose que les pharmaciens sont autorisés à faire. Effectivement. Puis là, il y a beaucoup de trucs qui ont sorti dans les médias sur la nouvelle loi qui va passer. Oui. Là, ce qu'il faut savoir, premièrement, cette loi n'est pas en vigueur. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ça reste encore assez flou ce qui va être permis ou non. Il y a tellement de choses encore qui doivent être confirmées. C'est sûr que ce qu'on vous dit actuellement que le pharmacien peut faire, ça se peut que ça change. Ça se peut que les limites de temps soient retirées. Mais c'est tout pas encore en place et c'est tout pas encore établi exactement ça va être quoi. Fait que là, on parle de ça prend absolument une ordonnance collective. Est-ce que ça va changer dans le futur? C'est ça, là, dans le fond, tout ce qu'on a dit depuis le début, c'est ce qui est en vigueur actuellement. Ouais. C'est sûr, dans le domaine de la santé, tout change. Je trouve que ça serait assez logique qu'on n'ait plus besoin d'une ordonnance collective pour faire un strep test parce qu'essentiellement, ton diagnostic, c'est le test. T'sais. Fait que, bref, moi, je serais pour qu'on n'ait plus besoin d'une ordonnance collective pour faire un strep test puis prescrire un antibiotique par la suite, mais ça, c'est à suivre, fait que restez à l'affût de l'actualité, je pense. De l'actualité. C'est peut-être comme l'année prochaine que ça serait supposé. Oui, je pense que c'est ce qui est voulu, là, mais bon, il y a tellement de choses à préciser encore qu'on n'est pas rendu là tout de suite. Là. OK. Autre chose qu'on fait chaque jour. Ah oui. Chaque jour. Oui. Chaque jour, les prolongations. C'est quoi une prolongation? Une prolongation. Dans le fond, les pharmaciens sont autorisés à prolonger les ordonnances qui ont été prescrites pour des conditions chroniques quand l'ordonnance est terminée et que le patient a comme pas accès à une consultation médicale dans l'immédiat, dans le fond. Fait que toi, mettons, peux-tu nous dire un peu des exemples de situations c'est ça. Nous, ça va être des traitements ou des conditions qu'on considère chroniques. Par exemple, l'hypertension. Une personne qui va prendre son traitement pour la pression depuis plusieurs mois, plusieurs années, ben là, on évalue, là, il n'y a plus de renouvellement, il arrive à la pharmacie, il n'était pas au courant, il n'a pas eu de rendez-vous avec le médecin, ou même, encore pire, il a perdu son médecin. Fait que là, le pharmacien peut évaluer sa condition, puis prolonger sa médication. Donc, si on juge que la médication est appropriée après une évaluation. Exactement. Fait qu'on peut prolonger, puis c'est ça, la durée de la prolongation est un peu au choix du pharmacien selon son évaluation. Ça dépend aussi de la durée de l'ordonnance médicale. Exactement, mais il y a aussi une limite de temps qu'on peut prolonger. Fait que le pharmacien, c'est sûr que la prolongation, le but, c'est pas de remplacer complètement l'évaluation médicale. Ah non, mais c'est pas ça le but du tout. C'est de dépanner le temps qu'on revoit un médecin. Puis c'est de dépanner, mais aussi de dépanner avec la bonne dose puis le bon médicament. Fait que aussi, c'est sûr que quand on prolonge, moi, ça m'est arrivé de poser des questions sur la pression d'un patient. Puis finalement, la pression était complètement champ gauche. Là. Des fois, la pression était beaucoup trop basse, des fois beaucoup trop haute. Fait que des fois,
vu que le médicament est plus renouvelable, ben, je le prolonge, mais en plus de ça, ça va nous amener à la prochaine chose que le pharmacien peut faire, c'est d'ajuster en plus la médication. Fait que, par exemple, la pression n'était pas adéquate, le médicament il est plus renouvelable, donc j'ai prolongé son médicament, puis je l'ai ajusté à la dose qui était plus adéquate maintenant, suite à mon évaluation, à ma discussion que j'ai eue. Fait que les gens, quand ils viennent à la pharmacie puis qui n'ont plus de renouvellement, il faut s'attendre aussi à avoir des questions du pharmacien. Des fois, il faut une consultation. C'est ça, c'est une évaluation parce qu'on ne fait pas juste dépanner avec la même médication automatique, le même dosage. On prescrit les médicaments à notre nom. C'est ça. Fait que c'est comme une réévaluation. C'est sûr que on réévalue pas toutes les... Tu sais, comme un médecin, quand on va le voir, ben, il va évaluer globalement, il va prendre votre pression sur place, il va faire l'évaluation globale, il va vous palper et tout, là. Mais nous, c'est plus par rapport spécifiquement à cette médication-là, ben, on va évaluer, est-ce que, si ça c'est pour la pression, ben, est-ce que votre pression est contrôlée adéquatement, est-ce que c'est bien toléré? Puis après ça, ben là, c'est là qu'on va vous refaire une prescription. Donc, on prescrit à notre nom la médication. Donc, essentiellement, c'est nous qui est le prescripteur. Puis, ben, c'est ça, on veut s'assurer qu'on vous donne aussi la bonne dose du médicament. Ben oui, dans le fond, c'est qu'on represcrit le médicament, mais on veut que le médicament soit adéquat. Exactement. Fait qu'on n'a pas le choix de faire cette évaluation-là. Fait que dans le fond, tu as parlé d'hypertension, mais tu sais, comme il y a toutes sortes de en fait, c'est ça, toutes les conditions qui sont des problèmes qu'on considère chroniques, là, c'est tous des trucs qu'on peut prolonger, mais encore là, c'est pas pour remplacer complètement une visite au médecin. Ben, ce n'est pas pour remplacer, parce que, tu sais, dans le fond, on a vraiment des fonctions différentes. Le médecin, c'est vraiment... tu sais, dans l'évaluation médicale, le diagnostic, les dépistages, toutes les choses. Dans le fond, nous, on peut pas faire parce ça. Parce que c'est ça, là, si ça fait 2-3 ans qu'on n'a pas vu le médecin, ben c'est parce que, tu sais, aux 2-3 ans, il y a des tests qu'il faut que le médecin fasse, puis tout, il faut qu'il réévalue. À ce moment, on est en train de passer à côté d'un diagnostic. Non, c'est ça. Fait tu sais, on peut pas prolonger. Tu sais, dans le fond, la prolongation, c'est vraiment comme je veux pas dire un dépannage, là, mais tu sais, dans le sens, c'est pas pour remplacer le médecin, pas du tout. Non. C'est plus pour permettre de se rendre à son prochain rendez-vous médical. Ouais, exact. T'sais? Puis c'est sûr que dans les contextes, quand on vient de perdre le médecin, puis tout, c'est là qu'on... c'est comprenable. Mais c'est pour ça que là, le pharmacien va vous permettre d'avoir la bonne dose de votre médicament jusqu'au rendez-vous qu'il faut éventuellement trouver. C'est sûr que on peut pas non plus aller des années sans rendez-vous chez le médecin parce que c'est là qu'on peut avoir des nouveaux problèmes puis que si ça fait longtemps... Oui, parce que nous, on peut pas faire de diagnostic. Parce que une autre chose qu'on peut faire, c'est prescrire des prises de sang. Oui. Mais les prises de sang qu'on peut prescrire, c'est pour faire le suivi des médicaments que le patient prend et non faire des diagnostics. C'est ça. Souvent, les patients viennent à la pharmacie et sont comme « Ah, j'ai entendu dire que vous pouviez faire des prises de sang puis ils aimeraient qu'on leur prescrive un bilan complet pour diagnostiquer des choses. C'est pas quelque chose qu'on peut faire. Puis heureusement, parce qu'on n'est pas formé pour diagnostiquer non plus, on est vraiment formé... On n'est pas médecin du tout. C'est ça. Une fois qu'on a le diagnostic, on est formé pour bien optimiser le traitement pour ça. Fait que oui, on peut vous prescrire, par exemple, si vous avez un problème avec la glande thyroïde, vous prenez du Synthroid, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de rendez-vous avec un médecin, vous avez perdu votre médecin, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de prise de sang, mais on va prescrire une prise de sang, regarder la glande thyroïde, est-ce qu'elle est encore correcte? Si elle n'est pas correcte, ben là, on peut faire l'ajustement nécessaire. Exactement. Fait que c'est plus ça dans le but des prises de sang, c'est s'assurer que la thérapie que vous avez actuellement est sécuritaire et elle fonctionne bien. Exact. Mais si, mettons, on ne peut pas vous prescrire une prise de sang pour savoir si vous êtes devenu diabétique. Non. Mais on peut faire une prise de sang pour suivre votre diabète si vous avez des médicaments. Vous êtes déjà diabétique. Voilà. Oui, exact. Fait que, dans le fond, dans les prolongations, souvent, justement, pour les personnes qui n'ont pas accès à leur médecin ou qui ont perdu leur médecin, ben, tu sais, justement, souvent, les prolongations, moi, ça vient un peu avec la prise de sang. Tu sais, par exemple, si je prolonge des médicaments pour l'hypertension, diabète, souvent, je vais prescrire une prise de sang aussi pour m'assurer que les glycémies sont encore adéquates pour regarder que les reins, ça fonctionne toujours bien. Fait que, dans le fond, ça vient souvent de pair avec mes prolongations. Mais aussi, comme tu dis, on prescrit des prises de sang, puis après, quand on fait le suivi, bien, s'il y a des paramètres qui sont pas adéquats, bien là, on peut ajuster les médicaments. Fait que ça, c'est un exemple de pourquoi on peut ajuster les médicaments pour venir comme atteindre des cibles de traitement. Mais on peut aussi ajuster des médicaments dans vraiment
toutes sortes de contextes. Oui, toutes sortes de contextes. L'ajustement, c'est pas juste quand on fait une prolongation, par exemple, si on fait une prescription que la dose n'est pas adéquate, par exemple pour un antibiotique, la dose n'est pas bonne, ben on va l'ajuster. Ça nous permet d'éviter de retarder le traitement pour le patient parce que là, on essaie de contacter le médecin, il n'est pas joignable. Mais qu'est-ce que tu veux dire par la dose n'est pas bonne? Ben, des fois, les médecins vont prescrire, ou pas juste les médecins, les dentistes, IPS, l'infirmière praticienne. Ben, ça arrive, là, des fois, qu'on va se tromper la dose, soit qu'on va donner une dose, par exemple, je pense que l'erreur la plus commune, c'est pour un streptocoque, là, une infection à la gorge. Ben, souvent, quand on va prescrire de l'amoxyl, pour ça, ben, on ne va pas donner la bonne dose, on va donner une dose supérieure à ce qui est la dose nécessaire. Fait que là, nous, on peut l'ajuster à la baisse, ou des fois, pour une otite, ça se peut que la dose, des fois, il donne une dose justement de strep qui est là et pas assez grande pour une otite, puis là, ça, ben, on peut ajuster à la hausse. Fait que c'est des exemples de choses qu'on peut faire. Oui, exact. Dans le fond, nous, quand on sort une ordonnance, on fait toutes sortes de vérifications pour être sûr que le médicament est approprié, la dose est appropriée, puis justement, on peut ajuster les médicaments quand c'est pas le cas. Fait que, dans le fond, tu as parlé de doses appropriées, mettons, pour traiter des infections. Aussi, des contextes où j'ajuste, c'est pour, mettons, par rapport au poids, des fois, par rapport à la fonction rénale d'un patient. Ça, c'est très commun. Ça, c'est la fonction rénale, c'est à quel point le rein est en mesure d'éliminer certains médicaments. Fait que des fois, quand les reins fonctionnent un peu moins bien, il faut qu'on ajuste les médicaments à la baisse. Mais sinon, il y a aussi d'autres contextes. On peut ajuster les médicaments aussi. Par exemple, j'ai un exemple qui me vient en tête. Mettons quelqu'un qui prend un médicament, un psychostimulant pour un TDAH qui augmente de dose, puis que là, la personne développe des effets secondaires. Fait que, mettons là, à ce moment-là, on pourrait faire un ajustement. Ajuster à la baisse, par exemple. Justement, ajuster à la baisse le médicament. Des fois, on veut aller chercher plus d'efficacité, certains médicaments. Fait qu'il y a vraiment toutes sortes de contextes, mais ça pour dire qu'avant de faire un ajustement, nous, on fait une consultation avec le patient, puis là, après, si on le juge pertinent, on peut ajuster. On va ajuster. Exactement. Là. Puis là, je pense qu'on a parlé de choses qu'on fait beaucoup dans une journée, mais il y en a une que je suis un peu tanné de faire. Mais que ça serait le fun qu'on n'aille pas à le faire autant de fois. C'est la substitution de médicaments. Moi, je dirais pour rupture de stock, mais il y a des fois que c'est quand même plus en tout cas, la substitution, c'est large. Là, c'est là qu'on prend un médicament initial que le patient a et on le change pour un autre médicament. Ça, il y a plusieurs contextes. Il y a un contexte que je suis particulièrement tanné de le faire, c'est les ruptures de stock, parce que ça, c'est souvent le traitement est optimal pour le patient. Le patient, il est bien traité avec une molécule. Puis là, la compagnie le fournit pas assez. Puis là, c'est une rupture de stock. Une rupture de stock. Fait que là, à notre pharmacie, on n'est plus capable de le commander. Fait que bien évidemment, à un moment donné, on en manque. Puis là, c'est là que les patients, ils arrivent pour renouveler leur médicament. Puis on ne peut plus le donner, on ne l'a plus. Fait que c'est là que pour éviter aussi un délai de contacter le médecin qui fait une évaluation. Puis je dirais qu'on est souvent mieux placé que le médecin pour évaluer ce qui pourrait substituer une fois qu'on a le diagnostic. On est quand même spécialiste du médicament. Fait qu'on évalue bien les médicaments qui pourraient substituer la molécule. Fait que c'est là qu'on peut changer le traitement. Puis là, évidemment, on va faire un suivi, s'assurer que ça fonctionne bien, ce qu'on a changé. Mais bref, si une molécule est en rupture de stock, le pharmacien peut substituer. Mais ça, je suis un peu tanné de le faire parce que, je veux dire, le traitement marche bien pour le patient. C'est plate, les ruptures. C'est plate. On s'en passerait. C'est plate. On s'en passerait. Mais il y a des substitutions un petit peu plus intéressantes. La substitution que je veux surtout parler, c'est substitution d'urgence quand il y a un problème. On a parlé qu'on peut ajuster la médication pour, par exemple, si la dose n'est pas bonne, on reçoit un antibiotique. Mais là, qu'est-ce qu'on fait si on reçoit une prescription d'amoxyl puis le patient a fait un choc anaphylactique à la pénicilline? On va le changer. En fait, c'est que d'abord, il faut essayer de rejoindre le prescripteur pour l'instant pour faire un changement. Mais c'est pas toujours possible de rejoindre le prescripteur rapidement. La prescription qui arrive à 8h le soir, tout le monde est chez eux, les médecins, sauf la pharmacie qui est encore ouverte. Puis là, on a une prescription d'amoxyl pour un patient avec un choc anaphylactique à la pénicilline. C'est plus là, on va appeler le médecin, il ne répondra pas. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que là, on va pouvoir évaluer c'était quoi le diagnostic, c'était quoi l'infection qu'on voulait traiter. En fonction de ça, on peut donner une molécule de remplacement qui va être adéquate avec le dossier du patient, qui va être adéquate pour traiter l'infection ciblée. Puis on n'aura pas un délai à essayer de contacter le médecin, envoyer un fax. Là, il va revenir lundi.
Puis là, ça fait 3 jours qu'on a une infection. Pour les traitements qu'il faut traiter là, rapidement. Là. Fait que ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant que votre pharmacien ou pharmacienne peut faire pour pas retarder un traitement qui pourrait être dommageable pour votre santé si on le retardait. Ouais. Exact. Fait que je dirais que dans ce contexte-là, ce qu'on substitue souvent, c'est des antibiotiques. Ouais, c'est le plus commun. Oui, parce que c'est des traitements qu'on veut commencer rapidement, mais on peut aussi faire des fois là, des substitutions comme de forme. Comme par exemple un patient qui a de la misère à utiliser sa pompe pour l'asthme. Il y a des patients, c'est sûr que... Le dispositif est plus compliqué. Ou les patients un peu plus âgés, les mains, des fois, ça peut être plus difficile de tourner, puis tout. Ben là, on peut essayer de trouver un dispositif qui va être plus adéquat pour chaque patient. Fait que ça, c'est des choses qu'on peut substituer sans avoir besoin d'attendre une réponse du médecin. C'est sûr que quand on fait les ajustements, les substitutions, on avise toujours le médecin par la suite, mais on peut le faire avant d'avoir, si on veut, l'accord du médecin. C'est vraiment fait de manière autonome. Fait que ça, c'est pratique pour ne pas retarder les changements pour le patient. Quelque chose qui est intéressant, puis moi, je peux en parler parce que je suis victime de ça. Victime? Je suis pas capable d'avaler des médicaments. Je suis pas capable. C'est vraiment mal chaussé. Ouais, ça va pas du tout. Mais ça pour dire que, tu sais, justement, quelque chose qu'on peut faire aussi souvent, c'est justement quand il y a des formes de médicaments qui, tu sais, mettons le comprimé trop gros, ou des affaires comme ça, ben à ce moment-là, on peut substituer aussi de forme, essayer de trouver une autre alternative. Fait que ça, c'est quelque chose d'intéressant qu'on peut faire aussi. Ouais. Puis moi, je vous comprends s'il y en a qui disent qu'ils ont de la misère à avaler des médicaments parce que, ben c'est mon cas. Sur ce, je pense que c'est un bon moment pour conclure l'épisode. Donc là, prochain épisode, je tiens à vous le mentionner, ça va être sur l'insomnie. Parce qu'on a eu beaucoup de personnes qui voulaient ça sur Instagram. Si vous nous suivez, on envoie des sondages. Puis là, les gens voulaient... On envoie des sondages, on dirait... On dirait un boomer aurait dit ça. On envoie des sondages pour savoir quel sujet vous aimeriez qu'on discute. Donc là, le prochain, ça va être l'insomnie. Là, dernière vidéo aussi, vous avez atteint facilement le 150 likes. Donc, on va aussi faire une vidéo sur la contraception non hormonale, éventuellement. Puis, écoutez, moi, j'ai adoré quand vous likez la dernière vidéo. C'était incroyable. Fait que n'hésitez pas à liker. Puis, on aime ça, vos commentaires. On les lit toutes. Là, fait que n'hésitez pas à commenter. Puis, ben, si vous n'êtes pas encore abonné puis vous nous écoutez, ben, abonnez-vous, s'il vous plaît. Ben oui. C'est tout? C'est tout? Oui. Bon, ben moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est bonne journée.